Alors là, vous avez Michel, cité... non mais c'était la fin de la promo. Là, vous voulez interviewer Michel à ma place hein, et à notre place hein. Est-ce que vous êtes arrivé, Michel, pendant un spectacle, de voir parmi les spectatrices qui vous regardaient quelqu'un qui vous plaisait énormément? Bravo, Élie. Et vous avez arrêté le spectacle J'ai plusieurs fois failles arrêter. Plusieurs fois. Voilà, c'est vrai. Alors, elles vont continuer. Surtout quand j'ai démarré. Au début, parce que bon, avant, au tout début, les salles étaient vides. Donc, Vous les voyez plus facilement. quand il y avait une femme, je pensais même pas qu'elle était jolie ou pas jolie. Ce que j'espérais, c'est qu'elle s'en aille pas. Après, quand les salles ont commencé à se remplir et j'ai commencé à avoir du succès, et le succès aidant, la confiance en soi venant, je regardais les femmes dans la salle et je me disais, et puis j'étais un célibataire endurci à l'époque, et je me disais, ah, celle-là, au 4e mois, qu'est-ce qu'elle est jolie. Il m'est arrivé après le spectacle d'essayer de courir, parce qu'il y a des chanteurs, vous savez ce qu'ils font les chanteurs. Le téléphone perso après. Mais c'est très difficile dans le cas d'un one-man show, parce que je rentre sur scène. Il y a quelqu'un d'autre qui va mais voir. moi je rentre sur scène, je sors de scène, il n'y a pas d'entracte, il n'y a rien. Je peux même pas dire à un régisseur, celle du rang 4, la place G2. Il faut descendre dans la salle, direct. Mais je peux pas. Les chanteurs, entre deux chansons, moi je le sais, hein, entre deux chansons, ils peuvent dire à un mec backstage, il y a une fille. Des noms, Michel, pareil, des noms de chanteurs. Qui fait ça? Non, moi je connais pas. Voilà, moi ce que je vous propose, c'est de regarder le parcours, histoire de vous mettre au niveau de Michel Boujna, et puis de lui poser des questions. Et puis si on a la place, Ariane et moi, on en posera aussi. Ça vous va? On improvise. On ne peut pas vous ennuyer. Ah oui, vous êtes ici chez vous en plus. Non, mais C'est trop gentil. maintenant on est mariés tous les quatre, vous pouvez pas partir. Allez, le sujet de Stéphane Blakowski. En 73, quand Michel Boujna donne des interviews, ça ne rigole pas. Je m'appelle Michel Boujna, j'ai 20 ans, je mesure 1m71. Sur ses origines tunisiennes, pas un mot. J'essaye d'être jeune metteur en scène. Il dirigeait donc des acteurs que nous avons retrouvés et interviewés et que vous allez pouvoir écouter. Il voulait rentrer dans le théâtre institutionnel français d'avant-garde de l'époque, qui était le théâtre brechtien. Il a présenté pour ça l'école de Strasbourg. C'est un truc où il n'a pas été reçu. Il est revenu en disant ouais, c'est clair, un juif tunisien ne peut pas jouer Hamlet. Puisque le théâtre officiel le rejette, alors il fonde sa propre troupe d'avant-garde. Comme ça se prononce, non merci. Enchanté du feu. Richard, un mec qui fait ça, ça exprime un mec qui réfléchit. Et si tu donnes un air un peu pensif, ça peut faire un intellectuel qui pense. Par contre, c'est vrai qu'on rigole bien en revoyant ça, mais à l'époque, c'est surtout en coulisses que Michel est le plus drôle. Il s'était fait petit à petit un calepin à lui de toute une liste, une série de blagues. C'était presque déjà un spectacle, quoi. Mais c'était seulement dans les troquets ou dans les fêtes, dans les booms. Il pouvait tenir le crachoir 1 heure et on n'écoutait plus que lui. Et là, c'était déjà, en vérité, le début de sa carrière. Sauf que c'est pas ça qu'il faisait sur le plateau, qu'on faisait ensemble sur le plateau. On était trop sérieux. Persuadé que le théâtre peut changer le monde, Michel donne des cours de théâtre à des élèves en échec scolaire. Il leur fait travailler l'improvisation et là, c'est le déclic. Et quand il les a fait parler d'eux à travers des improvisations, il a vu des choses absolument. Et c'était extraordinaire, vraiment. Et là, il a pris conscience que lui aussi, il pouvait parler de lui, finalement, et partir de lui et de ce qu'il était. Bonsoir mon fils. Alors plutôt que de chercher à devenir quelqu'un en intégrant l'élite du théâtre, Michel redevient lui-même et conquiert le public. C'est vrai que Maïmou, c'était pas très français. Tu cherches du travail, surtout en ce moment, et tu dis bonjour monsieur, je m'appelle Maïmou, c'est pas très... Mais de là à choisir Anatole France, Papa, j'en ai marre d'être différent. J'en ai marre de cet accent. Papa, chaque fois que j'essaye de dire je t'aime à une femme, elle rigole. Papa, j'ai envie d'être français. La reconnaissance arrive avec 3 hommes et un couffin qui lui vaut le César du meilleur second rôle. Salaud. T'es un salaud, Chavannes. Michel est enfin devenu une vedette, même si en se foutant à poil chez De Chavannes avec Carlos, il s'éloigne un peu de son idéal de jeunesse, pas vrai? D'accord. Il corrige cependant le tir en interprétant un rôle remarqué dans Le Nombril du Monde et puis en jouant Molière avec Jacques Weber et même avec Gérard Desarthe. C'était un rêve d'acteur. Pour lui, se retrouver avec Gérard Desarthe sur la scène de Chaillot à jouer Don Juan, une pièce du répertoire, et jouer Sganarelle en plus, ouais, un peu mon neveu. Quand même, lui qui a été refusé à l'école, au Théâtre National de Strasbourg. On dit par exemple il faut avoir une bonne attitude de père. Mais c'est quoi une attitude de père? Au bout du compte, ces allers-retours permanents entre la farce et l'émotion sont aujourd'hui sa signature. Par exemple ça, c'est bon, hein?
Apparemment, non. Moi qui l'ai mis en scène plus d'une fois, c'est pas 4 semaines de travail, hein, c'est des mois. C'est 4 mois, 5 mois, 6 mois. Et lui, il a passé déjà 2 ans avant à travailler sur son texte. On peut donc dire aujourd'hui que quand Michel nous fait rire, c'est toujours avec le plus grand sérieux. Et moi, je trouve que c'est une belle conclusion, ça. D'accord. Michel Boujna qui est là donc pour la sortie de son DVD d'un spectacle qu'il a joué il y a 2 ans. DVD Et je vous laisse faire, mesdames. Qui commence? C'était pas prévu. Nous, on avait bossé quand même. Hein. Je signale à nos patrons à France 3 que voilà, tout ça, c'était les questions qu'on avait prévues. Non. Ce qu'il faut dire, c'est quand même, dans les coulisses, il m'a dit « Oh là là, je vais être ridicule à interviewer Michel Boujna devant les 3 plus grandes intervieweuses de France. » Il mouline. Donc, je vous renvoie la balle. Allez, Arlette, vous avez l'air d'être en pleine forme, là, je trouve, pour démarrer. Je démarre. Ouais. Moi, j'ai trouvé un truc terrible tout à l'heure. Quelqu'un a dit il était très bon en coulisses. Mais c'était terrible quand on dit ça. Comment vous étiez meilleur en coulisses que sur scène au début? Oui, parce que j'ai jamais aimé la télévision. Je m'y suis prêté. Vous savez, quand j'ai commencé, il y avait 3 chaînes de télévision. Et quand on faisait une émission de télévision, ça suffisait pour remplir le théâtre. Or, nous, les gens de théâtre, nous sommes des artisans, on ne travaille pas dans l'industrie. Notre objectif premier, c'est de remplir notre théâtre. Ensuite, toutes les chaînes ont commencé à arriver. Canal en premier, la 5, la 6 et tout le reste. Et la télévision a beaucoup changé. C'est devenu des talk-shows, c'est devenu des interviews plus ou moins faciles, plus ou moins dures. Mais j'ai pas compris, parce que j'étais dedans, parce que j'étais en train de le vivre, tout ce qui pouvait se passer avec ça. Et en plus, moi, je fais des spectacles qui ne sont pas des sketchs. Donc à chaque fois, on me demandait de faire 3 minutes à la télévision. Et forcément, j'étais pas bon. Forcément, puisque j'extrais quelque chose c'est comme si vous prenez une page d'un bouquin et que vous essayez de lire la page. Et vous étiez partout pourtant, vous étiez à Poitiers de Chavannes par exemple. Oui, mais parce que je me suis fait piéger, je rentrais dans ce truc-là, personne ne se rendait compte de ce qui se passait. Aujourd'hui, avec le recul, vous pouvez avoir un regard sur la télévision. Mais les jeunes gens qui arrivent aujourd'hui, mes jeunes confrères, sont nés dans la télévision. Ils savent la manipuler, ils savent répondre, ils savent mettre en boîte. Ce que vous faisiez à l'époque. Oui, j'essayais. Et avec ça avait l'air de vous plaire en plus. Mais je vous jure. Que non. Ah, parce que vous disiez que vous sortiez malheureux et honteux. Oui, je me disais, un jour, j'ai craqué. J'ai dit, mais c'est quoi ma vie? Qu'est-ce que je fais? Moi, mon vrai métier, c'est d'être sur scène, qu'on s'intéresse à ce que je fais et non pas à ce que je suis. À mon métier, ça fait presque 30 ans que je fais ce métier, ça fait 25 ans que je fais des one-man shows. J'ai un parcours, bon, mauvais, on m'aime pas, ça c'est un autre problème. Mais c'est ça ma vie. Mais à la télé, ça se sentait quand même que vous aimiez bien parler de vous, raconter des choses, vous épancher. Vous me rappelez une journaliste un jour, je ne sais plus comment elle s'appelle, elle m'invite dans son émission. Au bout d'un quart d'heure, elle me dit, vous parlez beaucoup de vous. J'ai dit, mais vous avez invité qui maintenant? Il n'empêche qu'on aime ou on n'aime pas. Il y a des gens, je vous promets, ici par exemple, on avait Benoît Magimel il y a encore 15 jours. Il était là parce qu'il faisait de la promo. Je vous jure, on y est allé, on sentait qu'il n'aimait pas ça. On vous met une pièce et ça y va. Marcel Pagnol disait, les Méditerranéens parlent pour cacher ce qu'ils ont à dire. Il y a des gens qui se réfugient. Vous confirmez, étant méditerranéenne vous-même? Je me sens assez proche de ce qu'il dit, mais le talent, moi. On se réfugie, il y a des gens qui se réfugient dans le silence. Le silence a une notabilité beaucoup plus importante ici que sur les bords de la Méditerranée. Il y a des gens qui se réfugient dans le bruit et la fureur. Alors j'essayais, je pensais que c'était bien, qu'il fallait faire ça. On me disait, il faut faire ça. Et ça a été quoi le déclic? Le déclic, c'est des copains d'avant que je voyais qui me disaient, Michel, t'es en train de devenir quoi? Et puis même moi, je me sentais de plus en plus mal à l'aise. Et puis il y a c'est pour ça que vous avez été au QI d'M6 la semaine dernière. Mais écoutez, je veux dire, et pourquoi je suis là ce soir? D'abord, c'est méprisant pour le QI. On va pas tester votre QI ce soir, à moins que vous le vouliez vraiment. 259. D'ailleurs, j'ai remarqué au QI d'M6 que pour les personnalités, on a dit que le meilleur c'était Smaïn, je crois. Oui. Mais alors, on n'a jamais dit combien. Parce c'était en dessous de 50. Il ne voulait pas me blesser. Il y avait un deal, c'est comme les politiques chez vous. Tout le monde avait 135, 140, et moi j'avais 62, donc ils n'ont pas voulu le dire. Je sors mon DVD aujourd'hui, d'accord, enfin en ce moment. Je signe avec une grosse boîte. Universal. Je défends mon travail. Je suis obligé de venir à la télévision à contre-cœur pour parler de mon travail. Ce que j'aimerais, c'est qu'on parle de pourquoi j'écris, comment j'écris, qu'est-ce qui me fait rêver, quelle est la vision du monde que j'ai. Il n'a pas répondu à celle d'Arlette. Ça fait 25 ans que je travaille. Il a commencé, c'est moi qui l'ai coupé. C'est compliqué de répondre aux questions. Moi, je ne tiens pas compte du fait qu'on est à la télévision. Je vous réponds avec mes mots, avec mon temps, avec... bon, mais c'est comme ça que vous voulez que je vous dise. À quel tour route?
À un moment donné, vous vous êtes demandé si c'était la psychanalyse ou le théâtre? Non, pas du tout, parce que... La psychanalyse ou le théâtre? Non, pas du tout, parce que je connais bien la psychanalyse, suffisamment, j'en parle rarement, mais je le connais bien. Je sais très bien la différence qu'il existe entre la psychanalyse et le théâtre. Vous avez quand même dit toute création est une psychanalyse. Vous avez dit ça? J'ai dit ça, c'est une connerie. Vous avez dit ça et vous avez dit après, le théâtre c'est ma mère, et après vous avez dit je suis marié avec le théâtre. Donc je me suis dit votre mère et vous êtes marié avec votre mère. Pourquoi vous voyez, pour cacher nos vraies émotions, on dit des conneries. Ouais. Non, je pense que dans la création, il y a une valeur thérapeutique qui est évidente. Mais c'est vrai qu'il y a une frontière. Par contre, il y a une frontière très étroite entre la folie et la création. Ça, c'est sûr. Mais en psychanalyse, on s'allonge sur un divan et on paye un mec pour parler de choses extrêmement intimes. Et on a besoin de lui pour ça, pour se comprendre, pour aller au fond de soi, pour se dépasser, pour maîtriser des choses qui nous font mal. Et au théâtre, d'abord, c'est les autres qui payent. C'est eux qui sont assis. Mais il y a un peu la même démarche quand même et pour nous vous. Debout. Non, pas du tout. Moi, j'adore la fiction. Vous savez, aujourd'hui, la première question qu'un journaliste pose à un artiste qui écrit des histoires, c'est: est-ce que vous l'avez vécu? Comme si le fait de vivre une histoire lui donnait sa vérité. Mais si je vous dis, il n'y a en art de vérité que le mensonge, vous allez dire, mon émission, elle est plombée. Non, non. Ah bon, elle n'est pas plombée? Pas encore. Vous allez peut-être la plomber, mais pour l'instant, elle n'est pas. Je vous jure qu'il y a une époque où il y a des émissions où si on se mettait à parler d'un bouquin qui s'appelle Vérité romantique et mensonge romanesque, le mec, il vous donnait. C'est sûr, si vous allez faire ça au Big Deal, c'est plus compliqué, bon. mais. Mais on n'avait pas forcément le choix. On nous disait, il faut le faire pour remplir, pour la tournée, pour tout ça. Je veux dire, si demain. Et d'ailleurs, depuis 4-5 ans, si je fais beaucoup moins de télévision, c'est parce que les théâtres sont pleins. Mais si demain, quelqu'un me dit, Michel, les théâtres où tu vas jouer sont pleins, il n'y a plus de problème. Le DVD se vend. Il n'y a pas de problème. Vous restez chez vous. Mais vous ne me voyez plus. Élise? Non, moi je suis assez surprise parce que j'ai appris des choses en regardant le reportage, de toujours cette dualité entre les gens qui font rire sur scène et qui en fait veulent toujours être pris au sérieux. J'ai l'impression que vous avez très envie qu'on vous prenne au sérieux. Non, pas du tout. Et puis en même temps, j'étais très étonnée de voir le monstre de travail qu'apparemment vous êtes. Enfin, quand vous dites, votre frère dit, mais il répète pendant des mois, vous n'imaginez pas le travail que ça peut être derrière. Et ça, c'est vrai que c'est toujours très surprenant, quoi, cette dualité-là de l'instant et du... Ma chère première femme, puisque dans l'ordre vous êtes ma femme, vous imaginez, assumez vos préférences. Vous imaginez... Non, c'était dans l'ordre. Vous imaginez combien je parle? Est-ce que vous imaginez combien de déchets il y a dans ma parole? Donc pour arriver à faire un spectacle qui fait 1h45 ou 1h50 avec que du caviar, avec que le meilleur de moi, avec que le plus beau... Vous considérez que c'est du caviar? Non, mais le caviar de moi, j'ai dit. Le plus beau de moi, j'ai dit. Le mieux que je puisse faire, moi. Le meilleur de vous-même, quoi. Oui, je suis en compétition avec moi, pas avec les autres. J'essaye de faire le plus beau spectacle que je peux écrire. Il faut beaucoup de temps. Jouer seul sur scène, ça demande beaucoup de travail, énormément de travail. Maintenant, quant à être pris au sérieux, il y a une chose, il y a une dualité. À la fois, il y a une chose qui est insupportable. Et ça a un peu changé, À une époque, quand on arrivait sur un plateau de télévision, la première chose que les journalistes faisaient, les intervieweurs, les animateurs, tout ça, c'était tu nous fais marrer, hein, fais pas l'idiot, hein, tu dis des conneries, hein, tu chauffes l'affaire. On vous a pas demandé ça ce soir? Non, pas du tout. Non, pas du tout. J'ai dit à une époque, ça a changé en regardant ma 4e femme. Vous avez vu comme je vous ai là, vous avez tout dans la poche, là. Donc, à un moment donné, moi, si je fais rire, c'est sur scène. Vous savez, De Funès, c'était pas drôle dans la vie. Hein. C'est pas qu'il voulait qu'on le prenne au sérieux, c'est qu'il était pas drôle. Et vous l'êtes pas drôle? Mais moi, j'adore Arrêtez rigoler. de couper Ariane, c'est moi qui le fais, ça, normalement. J'adore rigoler. J'adore rigoler, j'adore faire le con et j'adore ça. Pas, mais non, mais c'est pas ça. J'adore rigoler, j'adore faire rire dans la vie. Mais quand il s'agit de choses qui touchent à ma vie, à ma passion, à tout ce pourquoi je me suis battu depuis tellement de temps, au spectacle, au travail, à l'écriture, faire rire, ça demande beaucoup de travail. Donc boulot sérieux de faire rire. Quoi. Ben oui, dès qu'on touche au rire, alors à ce moment-là, j'essaye de répondre sincèrement. Répondre sincèrement, c'est essayer d'expliquer comment on y arrive, comment on fabrique les choses, comment les choses se font. Ça demande du temps, et ça, c'est sérieux. Alors ça donne l'image de quelqu'un qui veut être pris au sérieux, mais pas du tout. Je suis excessivement fier de faire rire. Et Michel, vous pouvez comprenez... pas savoir à quel point. Oui, non, mais moi, je trouve que l'un va pas... Enfin, c'est pas parce que vous avez envie d'être pris au sérieux que vous n'êtes pas fier de
faire rire, quoi. Oui, Pour oui, moi, ça va j'adore très bien ensemble. Mais être pris au sérieux, non. Michel, vous comprenez que de temps en temps, on se disait quand même qu'à la télé, vous en faisiez trop dans ce que vous disiez. Vous aviez une forme de logorée verbale et de temps en temps, vous enfonciez des portes ouvertes. Oui. Et on se disait, il manque plus qu'ils disent que l'eau, ça mouille, quoi. Oui, je sais de temps en temps. Mais vous savez, il y a des mecs Moi, j'ai relevé une phrase, par exemple. Oui, allez-y. Quand j'ai commencé à avoir du succès, j'avais la grosse tête. Bon, subitement, j'avais de l'argent. Tout le monde me trouvait beau et intelligent. Un jour, j'ai rencontré un homme qui s'occupe d'enfants malheureux et qui restera, lui, hélas, toujours un inconnu. Mais il est grand. J'ai compris que la réussite, ce ne sont pas les signes extérieurs de richesse, mais de porter son fils sur les épaules. Il y a une forme de vérité dans ce que vous dites, mais ça fait un peu... ça fait quoi? Dégoulinant. De bons... Ah oui, parce que la mode aujourd'hui, c'est le cynisme. Non, c'est pas la mode. Parce que la mode aujourd'hui, c'est le fait de le dire avec... Attendez, aujourd'hui, la mode, c'est la performance. On parle que de box-office. On parle de celui qui est le meilleur ou pas le meilleur. Mais ça, c'était à l'époque. Ça, c'était il y a 10 ans. Et à l'époque, déjà, ça faisait ça. Mais et quand je parle comme ça, je parle comme ça. Je suis fleur bleue. Je suis dégoulinant. Je suis sentimental. Et je suis un peu romantique et je suis un peu con et je parle beaucoup. Celui qui m'aime pas, je ne vais pas lui mettre un flingue sur la tempe pour lui dire aime-moi. Je suis comme je suis. Alors, ça c'est aussi vrai. Ce que vous dites, c'est aussi vrai. Vous en foutez que les gens vous aiment pas, ça je ne le crois pas. Je crois que vous. Non. Aujourd'hui, non. Je suis malheureux qu'on m'aime pas. Mais je sais qu'il y a des gens qui m'aiment pas. Et il y a des gens qui m'aiment. Parce que vous avez dit un mais truc quand du je dis style... qu'un homme simple m'a appris des choses sur la dignité et m'a appris qu'être une vedette c'était pas forcément une chose importante. Oui, je dis une chose importante et ça paraît désuet. Il y en a beaucoup qui disent ça, qui viennent sur notre plateau et qui disent la célébrité, etc. Oui, il y en a pas mal. Qui vraiment, non, mais qui vraiment le vivent, quoi, qui vraiment sont. Mais après, on ne sait pas s'ils le vivent. Vous savez, vous êtes bien placé pour le savoir. Vous posez des questions après. Non, mais justement. Ariane ? Mon drame là-dessus, excusez-moi, je finis là-dessus. Mon drame là-dessus, si vous voulez, c'est que j'ai oublié et j'oublie toujours d'ailleurs quand je parle à la télévision, que je suis à la télévision. J'ai l'impression qu'on est à la maison, là. Non, là, on est en direct, il est minuit 7 et on est sur France 3. Et qu'on va parler jusqu'à 5 h du matin. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, vous vous débrouillerez avec Philippe Labro, comme c'est lui après. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Il va passer chez J'oublie qu'il faut calculer. Je dis qu'il faut calculer. J'oublie qu'il faut calculer, qu'il faut être concis, qu'il faut être bien, qu'il faut sortir une blague au bon moment, qu'il faut avoir une formule qui ne soit pas trop sentimentale, pas trop machin. Sinon, l'autre, il va me sortir dans 10 ans que j'étais dégoulinant. Oh, j'espère que dans 10 ans, on ne sera plus là, Michel. Et Marc-Olivier. Ouais, Michel, on se connaît depuis 10 ans. Oui, absolument. Mais pour citer Proust, que j'aime beaucoup, il dit « Les grands écrivains sont toujours décevants ». Si je mets tant de temps à faire un spectacle, c'est parce que je choisis tous les mots et mes phrases, je les construis. Là, j'essaye de ne pas être dégoulinant, ou pas être démago, ou pas être complaisant. Mais ça demande du temps. Quand on est à la télévision, qu'on est en direct, que le mec se pose une question, ça se bouscule dans la tête. Je lui dis, putain, ça me fait penser à ça, ça me fait penser à ça. Il faut que je vous dise ça. Attends, je vais trouver une formule. Machin. Ce qui fait qu'au bout d'un quart d'heure, j'ai parlé pendant ce temps-là et j'ai réfléchi en même temps. Le type en face, il dit, mais il va répondre à la question, je le tue. Bon. Ariane. Pour parler boulot. Oui, parlons boulot. Réalisation de votre prochain film. Oui. Avec Philippe Noiret, d'ailleurs, et Richard il y a un Berry. acteur qui m'a dit, mais tu parles tellement, est-ce qu'on va tourner de temps en temps? Parce que je joue pas dans le film, je suis metteur en scène. Oui, avec Philippe Noiret, ça s'appelle Père et Fils. On commence le 1er septembre, c'est mon premier film. Vous aviez déjà écrit un long métrage il y a une dizaine d'années. Hein. Oui, et je ne l'avais pas fait parce que je ne m'étais pas entendu avec les gens du cinéma, parce que les gens du cinéma, c'est des industriels. Vous comprenez? La plupart. Le cinéma, c'est une industrie. Oui, bah, chez Universal aussi, hein, pour votre TVD. Oui, mais moi, mon travail, c'est de l'artisanat. Ce qui fait que je n'arrivais pas à comprendre comment ils parlaient. Je leur ai dit, écoutez, soyez gentils, vous m'avez fatigué, je retourne au music hall, merci comme ça. Mais l'idée de voir enfin des personnages qui sont en moi, les voir vivre devant moi, alors je m'excuse d'être un peu dégoulinant. Ça, il a mal pris. Ah hein. oui, Non, mais je ne l'ai pas pris. Non, je ne l'ai pas mal pris. Je suis d'accord avec vous. Peut-être que c'était dégoulinant. Alors maintenant, je fais attention, c'est tout. Pas du tout. Je ne suis pas vexé. Oh non. Non il en faut plus. Non, comme il dit l'autre. Comme il disait en plus. Oui. De voir les bon, ça va être formidable. Michel, un mot pour terminer là-dessus. La relève des gens, les Gad Elmaleh, tous ces gens-là, les Jamel. Je suis fou de joie, ils sont bourrés de talent. Je suis fou de joie, Gad est bourré de talent. Son spectacle est magnifique. Est-ce que ça, vous avez peur d'être démodé ou de le devenir? Démodé? Ouais. Par toute cette nouvelle génération. Je ne sais pas ce que c'est être à la mode dans mon métier. À un moment donné, il y avait les Smaïn et les Boujna qui étaient vraiment très présents. Et puis même si vous remplissez évidemment les salles et que ça marche toujours très bien, aujourd'hui, les gens qui sont à la mode, c'est plutôt les Jamel, les Gad Elmaleh, tous ces gens-là, les Eric et Ramzy. Les Raymond DeVos aussi. Il est moins à la mode. Les Bedos aussi. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont plus de talent, mais ils sont moins à la mode. Mais c'est normal. Est-ce que ça vous fait peur? Ah non, pas du tout. Non, vous savez, je vais avoir 50 ans. 2 enfants. Ça fait 30 ans que je fais ce métier. Ça fait 25 ans que je fais des one-man shows. Qu'est-ce que vous voulez qui m'arrive? Que ça s'arrête de marcher? Bon, je continuerai dans un théâtre plus petit. De toutes les façons, j'ai vécu des choses tellement magnifiques.
Ça a été tellement... Moi, j'adore Gad, j'adore Jamel. Je trouve que Jamel, je me souviens à Trappes. Je jouais à Trappes. Et il y a un mec qui rentre dans ma loge. Il fait « Bonjour, toi ». je fais oui, bonjour. Il fait « Je fais ta première partie ». Je fais « Ah bon ?» Il fait « Ouais, je suis de Trappes. Tout le monde me connaît ici. Je vais te la faire la première partie, je vais te les éclater. » J'ai dit, allez, va, fais la première partie. C'est un souvenir qu'on a tous les deux, encore aujourd'hui, quand on se retrouve. Et il l'a fait. Oui, et c'était super. À la fin, après, moi, j'ai joué, on a salué tous les deux ensemble. C'était un moment magnifique que j'aimerais revivre aujourd'hui pour des tas de raisons. Mais qu'on va pas évoquer ce soir. Non, et c'est très bien. Je les adore, tous ces jeunes mecs. En plus, je les trouve plus habiles que moi, plus malins que moi. Ils manipulent les gens de la télévision. Quand ils arrivent, on vous voit tous. On vous voit comment vous êtes avec eux. Mais comme vous ne savez pas ce qu'ils vont sortir. Comme vous étiez il y a quelques Non, ils sont années. beaucoup plus malins que moi. Alors en tout cas, votre travail c'est sur le DVD.